Bonjour Madame Camille Andrieux, merci d'avoir répondu à notre invitation l'IFGP pour participer à cette série d'interviews sur différentes thématiques qui relèvent de la gouvernance publique. Conseillère référendaire à la Cour des comptes et chargée de mission plus particulièrement auprès du premier président de la Cour des comptes. Nous vous avons invité effectivement à participer à cette interview pour traiter la question comment aider les collectivités territoriales à faire face aux défis de plus en plus complexes du financement de leur budget. Première question, Madame Andrieux. La Cour des comptes développe un travail très important d'analyse des finances de l'État, des recettes et des dépenses. Elle émet des remarques très documentées et des avis très pertinents. À grands traits, pouvez-vous décrire les grandes évolutions qui seraient souhaitables pour rendre plus performante la gestion des finances publiques dans notre pays? Bien sûr, je pense que, pour répondre à votre question, il est sûrement utile de revenir sur une forme d'état des lieux des finances publiques nationales et donc d'expliquer pourquoi on parle aujourd'hui de qualité des dépenses, pourquoi on parle de bonne gouvernance des finances publiques et cetera. En 2022, on est à peu près à 112 de dette sur le PIB. On est en termes de déficit à un peu moins de 5 4,7 selon les dernières estimations. Le taux de dépenses publiques se situe à 59 dans le PIB. Et donc, par rapport à ces indicateurs-là, ce qui est évidemment important d'évaluer, c'est la soutenabilité de la dette et la soutenabilité des finances publiques. Et donc, cette soutenabilité s'évalue notamment en fonction des taux d'intérêt. Et donc, on est aujourd'hui dans un contexte de remontée des taux d'intérêt sur la dette. En 2023, on évalue à peu près les charges d'intérêt autour de 50 milliards d'euros. Et donc, c'est ça la question qui se pose. C'est par rapport à ces indicateurs, qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion efficiente, plus optimale des finances publiques? On part évidemment du principe sous-jacent selon lequel une dette doit être remboursée. Pourquoi? Pour évidemment plein de raisons, mais la plus intuitive d'entre elles, c'est qu'une dette doit être remboursée parce que sinon c'est une charge qu'on remet au futur et donc aux générations futures. D'où l'importance d'en faire, pour moi, un objet et un sujet politique. Parce que quelque part, derrière la question de la gestion des finances publiques, ce sont des choix collectifs qui s'expriment entre une approche qui serait dite austéritaire, de rabot dans les dépenses publiques, donc de coupe uniforme dans les dépenses publiques, et des dépenses inconditionnées, telles qu'on les a connues et de façon tout à fait positive et souhaitable évidemment pendant pour la gestion de la crise Covid-19, il faut arriver à une approche plus subtile. Et cette subtilité dans l'approche, elle exprime, selon moi, éminemment un choix politique. D'où le fait que je milite en faveur du fait que les finances publiques ne soient plus uniquement cantonnées à une approche technocratique, mais deviennent vraiment une approche politique. Personnellement, je pense qu'on gagnerait à s'éloigner de l'approche qui serait tout budgétaire, des choix purement mathématiques. Je pense qu'en termes de finances publiques, le choix doit être conditionné par une finalité et par des besoins. Finalement, la question qui se pose derrière celle que vous m'avez posée, c'est quelles finances publiques pour quel choix, selon moi. Et donc, pour en revenir aux leviers de finances publiques qui sont actionnables pour avoir une gestion plus optimale des finances publiques dans notre pays, il y en a trois de manière traditionnelle. Il y a le levier des recettes, le levier des dépenses et le levier de la gouvernance. Si j'en reviens à la question des recettes, le taux de prélèvement obligatoire en France est parmi les plus élevés de l'OCDE. On est à peu près à 45% de taux de prélèvement obligatoire, ce qui est un indicateur agrégate, parce que ça comprend les cotisations sociales, les impôts, etc. Mais donc c'est un taux très élevé de 45% sur le PIB. Et donc, la question qui se pose derrière ça, sur le levier de recettes, c'est finalement sur qui on décide de faire porter la contribution. En France, on peut faire le constat d'un portage plus lourd par les classes moyennes, qui serait donc une forme de caractéristique française par rapport à la contribution fiscale. Et donc, ce qui peut évidemment alimenter à juste titre le sentiment d'injustice fiscale, parce que la courbe des taux de prélèvement obligatoire est croissante, sauf pour les personnes les plus favorisées, où la courbe commence à redescendre. Donc derrière, il y a un vrai sujet d'optimum fiscal et donc de portage de la contribution. D'autant plus qu'aujourd'hui, la question qui se pose aussi, c'est celle du consentement à l'impôt. Et le consentement à l'impôt, qui est inscrit à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on en revient toujours à la même chose. C'est finalement un impôt, oui, mais pourquoi et pour quelles dépenses? Et donc le sujet derrière la gestion optimale des finances publiques, en recette, c'est celui-là.
Sur le levier des dépenses que je mentionnais tout à l'heure, on peut évidemment dire qu'il faut dépenser moins, qu'il faut dépenser mieux, mais aussi qu'il faut dépenser plus en fonction des secteurs. On parle beaucoup aujourd'hui de la qualité de la dépense. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en France, la dépense publique n'est pas forcément la plus efficiente. Si je prends un exemple, l'exemple du logement social, en France, on dépenserait à peu près 2 fois plus que la moyenne européenne pour des résultats, des performances qui sont inférieures aux performances européennes. Et ça, notamment en termes de quantité de logements sociaux, mais également de qualité, de taux de rotation, etc. Je prenais l'exemple du logement social, mais on pourrait parler évidemment de plein d'autres secteurs, l'éducation, la santé, la sécurité, etc. Et donc, quelque part, là, le sujet, c'est comment on mesure cette qualité. Peut-être je peux rajouter un point qui pour le coup, m'est cher et qui est personnel, c'est que je crois que la mesure de la qualité de la dépense doit être évidemment financière et budgétaire. État et performance doivent aller ensemble, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc avoir des critères, notamment environnementaux et sociaux, pour arriver à réorienter la dépense publique vers notamment l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Basiquement, 1 euro dépensé au XVIIIe siècle, c'est plus le même 1 euro qu'on dépense aujourd'hui. Et donc, il faut aussi qu'on soit capable, en tant que puissance publique, de réadapter la nature de la dépense. Et puis le dernier levier, c'est le levier de la gouvernance. Une bonne gouvernance, et d'ailleurs c'est juste un constat qui est parfaitement humain, une bonne gouvernance facilite généralement la gestion d'un objet politique ou de politique publique. Et donc, en la matière, pour avoir une bonne gouvernance des finances publiques, il y a plusieurs ingrédients clés. Il y a notamment le fait d'avoir un organe budgétaire indépendant qui soit en mesure d'évaluer de manière autonome les prévisions budgétaires. C'est notamment le rôle du HCFP, du Haut Conseil pour les finances publiques, qui dépend de la Cour des comptes. Une deuxième clé de bonne gouvernance, c'est évidemment la clé de la démocratie budgétaire. Et j'en reviens au fait que les finances publiques sont un objet intimement politique, d'où l'importance d'avoir des débats, notamment sur la dette, mais également sur les prélèvements obligatoires, au Parlement. Et c'est ce qui est prévu dans la nouvelle LOLF, la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, sortie fin 2021, qui prévoit des temps de débat, notamment sur la dette. Et puis peut-être un dernier ingrédient clé pour la gouvernance, et je m'arrêterai là, c'est la question du suivi européen. Parce que quand on parle de finances publiques françaises, on ne peut pas omettre notre cadre européen, qui est le cadre de finances publiques dans lequel on évolue. Et à cet égard, le débat sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, qui pose les règles des 3% de déficit et de 60% de dette, est extrêmement importante. Parce que ce vers quoi on devrait pouvoir aller, et qui est issu de la proposition de la Commission européenne fin 2022, c'est plus de flexibilité en la matière. Madame Andrieux, merci pour ces éléments de réponse. Deuxième question. L'un des axes d'évolution souvent évoqués concerne l'évaluation des politiques publiques. Une avancée en ce domaine semble impérative tant les finances publiques sont contraintes alors que la demande sociale évolue fortement et de plus en plus rapidement. Ne pensez-vous pas que la Cour des comptes pourrait être un acteur majeur favorisant l'introduction de l'évaluation des politiques publiques au sein des administrations? Bien sûr, la réponse est parfaitement oui. Je pense que la Cour des comptes peut être un acteur majeur, l'est déjà, mais je reviendrai sur ce point, pour favoriser la mise en œuvre d'évaluations de politique publique à plus grande échelle. Si je reviens sur le contexte un peu général derrière votre question, moi j'aime beaucoup l'expression de démocratie continue, qui est chère à Dominique Rousseau, qui explique en gros qu'on ne peut pas mettre l'accent uniquement sur le suffrage universel pour faire de la démocratie. Il y a le suffrage universel à un instant donné, mais en amont, pendant et en aval, il y a tout ce qu'il appelle la démocratie continue, et sur lequel il faudrait pouvoir avoir des actions plus ambitieuses. Moi, je crois que l'évaluation de politique publique et donc le contrôle démocratique de manière générale fait partie et est un pilier de cette démocratie continue. En France, comme d'ailleurs dans les pays latins, la culture du contrôle démocratique est aujourd'hui encore moins développée que dans les pays anglo-saxons. On parle souvent du fait que le Parlement français ne se saisit pas encore pleinement de son rôle d'évaluation et de contrôle des autres pouvoirs. Ce qui peut d'ailleurs alimenter l'inflation normative, parce que quelque part, on pourrait estimer qu'améliorer la loi serait plus judicieux que simplement faire d'autres lois sans cesse.
Un exemple très récent, qui est complètement dans l'actualité, c'est l'exemple du député socialiste Jérôme Guedj, qui, pour contrôler les dires du ministre du Travail sur, vous savez, la réforme des retraites et donc la réforme pour les 1 200 € de pension minimale, il est allé voir pour contrôler le ministère des Affaires sociales et donc vérifier les dires du ministre en question. Ça, c'est un exemple, juste parce qu'il est dans l'actualité au moment où l'on parle, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. En France, en termes de contrôle et d'évaluation de politique publique, il y a une multitude d'organismes. Il y a France Stratégie, le CESE, des think tanks aussi, qui ne sont pas publics. Et puis, bien sûr, la Cour des comptes. La Cour des comptes, on fait beaucoup et des évaluations de politique publique sur des sujets extrêmement divers. Je pense à l'évaluation de politique publique sur le RSA, à l'évaluation sur l'agroécologie, bref, dans des secteurs et des champs de politique publique très divers. On le fait d'ailleurs parfois à la demande du Parlement, parce que c'est un article qui prévoit ça. Le Parlement, notamment la Commission des finances, peut nous demander de lui remettre des évaluations de politique publique. Et ça, on le fait déjà. En revanche, je pense en effet qu'il faut aller plus loin. Et qu'il faut aller plus loin pour la raison que j'évoquais, à savoir rentrer dans une véritable perspective de démocratie continue. Aller plus loin quantitativement et qualitativement. Quantitativement, aujourd'hui, à la Cour des comptes, les évaluations de politique publique représentent entre 5 et 10% de nos travaux. On fait aussi du contrôle organique, de la certification des comptes et puis du contrôle juridictionnel. Donc, les évaluations de politique publique, ça représente 5 à 10% de nos travaux. La réforme qui a été initiée par Pierre Moscovici quand il est rentré de la Commission européenne pour présider la Cour des comptes, qui s'appelle Juridiction financière 2025, vise déjà à étendre ce taux, vise à atteindre 20% d'évaluation de politique publique dans nos travaux d'ici 2025, ce qui est déjà une très bonne chose. Sur la dimension qualité, maintenant, des évaluations de politique publique, la question derrière, c'est quel objet pour les évaluations de politique publique. Ce qu'on propose avec Adeline Baldacchino dans un ouvrage qu'on a publié début 2023, Comptez demain, c'est de réorienter justement l'approche des évaluations de politique publique conduite à la Cour des comptes, mais plus globalement dans les autres organismes que je mentionnais. L'idée, si je prends un exemple très concret, moi j'ai beaucoup travaillé à la Cour des comptes sur le sujet des Jeux de Paris 2024, des Jeux olympiques et paralympiques, dans une approche qui est aujourd'hui une approche budgétaire. On pourrait aller plus loin que ça et finalement rajouter une lunette à nos modalités de contrôle. La question qui pourrait se poser, c'est finalement 1 euro dépensé dans le cadre d'une politique publique, est-ce que budgétairement c'est bien dépensé, quels résultats, etc. Mais on devrait aller plus loin et se demander, est-ce que cet euro, c'est un euro vert, brun, noir, pour la partie notamment transition écologique. Et donc ça, sur la partie qualité des évaluations de politique publique, je pense que c'est extrêmement important. Le deuxième point sur la qualité des évaluations, c'est davantage prendre en compte le lien et le retour des usagers, notamment à l'heure où on parle des services publics qui craquent dans l'éducation, sur le recrutement des professeurs, la fermeture de maternité, le temps de réponse aux urgences, etc. Je pense qu'il est d'autant plus important et surtout complètement nécessaire de prendre l'avis des usagers et donc de l'ensemble des parties prenantes pour faire des bonnes évaluations de politique publique. Les collectivités territoriales sont elles aussi confrontées aux tensions budgétaires. L'enjeu de la transformation de l'action publique se précise et le défi d'une action publique plus resserrée et plus efficiente va devoir être relevé à court, moyen terme. Comment analysez-vous cette question et quelles perspectives d'évolution peuvent-elles être envisagées selon vous? Pour répondre à votre question, je pense qu'un premier point, c'est de relativiser le poids des soi-disant dérives budgétaires locales. Je m'explique. Côté dépenses, la dépense locale, ça représente à peu près 20% de la dépense publique. C'est 190 milliards de dépenses de fonctionnement, à peu près 60 milliards de dépenses d'investissement, donc 20% de la dépense publique globale pour 60% des investissements publics en France. Les collectivités portent 60% des investissements publics. Donc, ces chiffres-là, déjà, permettent un peu de relativiser le poids qu'on pourrait ou voudrait faire porter sur la dépense locale et les collectivités locales. Par ailleurs, un dernier chiffre, la dette des collectivités locales, c'est moins de 10% de la dette publique nationale. Donc, à nouveau, relativisons quand même les chiffres en termes de portage budgétaire pour les collectivités.
Sur le côté des recettes, maintenant, les réformes récentes ont poussé à une forme de découplage entre le financement des collectivités et leur dimension profondément locale. À l'heure où la question du consentement à l'impôt se pose avec acuité, transférer les recettes des impôts nationaux, comme la TVA par exemple, comporte une forme de risque de contrat républicain avec les territoires. Parce que je rappelle la maxime, notamment pendant la Révolution américaine, qui était No taxation without representation. Donc ça, c'était, je pense, très important à reprendre en compte, parce que la part de la fiscalité locale au sein de la fiscalité qui bénéficie aux collectivités a fortement diminué. On est passé d'à peu près 75% en 2010 à peu près 50% en 2021. Et ça, c'est notamment l'effet subséquent de la suppression de la taxe d'habitation, de la baisse des impôts de production, en contrepartie de fiscalité nationale. Je mentionnais la TVA, il y a aussi la TICPE ou encore la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Donc aujourd'hui, par rapport à ce constat un peu global, on a un vrai risque de pouvoir d'agir, de pouvoir d'action des collectivités. Il y a un effet ciseau, d'autant plus dans le contexte de post-Covid-19, de guerre en Ukraine, de hausse du coût de l'énergie, des matières premières, du point d'indice, etc., et de perte du pouvoir fiscal à la main des collectivités. Donc un vrai risque d'inertie dans les dépenses d'investissement. Ceci étant dit, quelles pourraient être les pistes pour une action publique locale plus forte? Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne vers une approche et un nouvel acte de décentralisation. Derrière ça, c'est un bien grand mot, il pourrait y avoir une véritable ambition politique au-delà de l'annonce et de l'amoncellement de petites réformes. Parce que quelque part, dans les actes de décentralisation, on retient évidemment l'acte 1 de la décentralisation, les lois de fer, l'acte 2 au début des années 2000 avec les lois Raffarin, mais finalement, depuis le début des années 2000, on ne parle pas vraiment d'acte 3 de décentralisation et de vrai nouvel acte de décentralisation. Moi, je pense que c'est fondamental, que c'est un signal que le politique devrait envoyer aux collectivités pour retrouver une vraie confiance entre les différents échelons politiques publiques. Dans ce nouvel acte de décentralisation, la dimension budgétaire, financière sur laquelle vous m'interrogez, est évidemment importante. Et je pense que dans ce nouvel acte, il faudrait garantir l'autonomie financière des collectivités, qui est constitutionnelle, par ailleurs, je le souligne. Donc arrêter les baisses d'impôts, faire attention au lien fiscal entre les collectivités et leurs habitants, et puis aussi demander aux collectivités, ou en tout cas travailler avec les collectivités, pour que l'investissement local soit porté sur les grandes transitions sociales et environnementales, ce qui commence évidemment déjà à être fait. Mais je prends l'exemple du ZAN, du zéro artificialisation nette, ou du ZFE, des zones à faible émission, qui sont aujourd'hui perçues souvent comme des contraintes, alors qu'on pourrait imaginer des évolutions et transformer ces outils-là comme des opportunités. Et là, ce serait du ressort de l'État, de la puissance publique au niveau national. Je pense notamment à des évolutions de fiscalité incitative qui permettraient vraiment d'initier la pompe et donc de convertir tout ça en opportunités. Un deuxième point sur ce potentiel nouvel acte de décentralisation, ce serait bien sûr le sujet de la démocratie locale. La loi 3DS ouvre un droit à la différenciation qui doit être consacré encore. De la même façon, il faudrait réouvrir la réflexion sur le statut de l'élu, qui est une forme de serpent de mer, mais qui est fondamentale. Si on regarde un petit peu ailleurs en décentrant notre regard français, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal garantissent un statut bien plus complet aux élus locaux en termes de rémunération, de droits de pension, de retour à la vie professionnelle, donc aux élus locaux qui sont réputés exercer un mandat à temps plein. Et donc on pourrait en France tout à fait s'inspirer de ces exemples-là pour consacrer un statut digne de ce nom. Et puis le troisième point, qui ne serait pas nécessairement un nouvel acte, parce que ça existe déjà, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des modalités de recours aux outils à disposition depuis la révision constitutionnelle de 2003. Et donc je pense notamment au droit de pétition et au référendum décisionnel local, qui sont des outils potentiellement extrêmement forts de démocratie locale, qui sont encore sous-employés aujourd'hui.
Le dernier point par rapport à cela, qui est un point moi qui m'est cher, c'est celui de l'encouragement de l'expertise locale. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, notamment en termes de think tank, et c'est l'une des raisons pour lesquelles votre organisation, l'IFGP, me semble tout à fait nécessaire, on a tendance à penser l'avenir de la France plutôt à Paris que dans les territoires. Je pense qu'il faut inverser la tendance. J'ai créé, il y a une petite année, un think tank qui s'appelle Provence Avenir, dans la région sud d'où je suis originaire, pour justement arriver à créer de la pensée locale en dehors des administrations, en dehors des collectivités locales. L'idée derrière, elle est tout à fait simple, mais c'est arriver à mettre la lumière sur des sujets locaux, donc l'accès aux droits, l'agriculture dans la région, etc. etc. Et c'est parce que je crois que c'est à partir de là qu'on pourra véritablement reconstruire une démocratie qui sera apaisée et surtout désirée.